Est-ce que ça vous énerve, cette génération Z, là? Pire, la génération Alpha. Vous savez, quand ils arborent des t-shirts fraîchement achetés à H&M, floqués du nom des groupes emblématiques de votre jeunesse contestataire, autrefois signe de rébellion, désormais simple logo vidé de sa substance. Alors que si ça se trouve, ils en connaissent aucun album. Tout comme peut-être ça énervait aussi la génération de vos parents, cette récupération commerciale de leur propre marqueur culturel d'émancipation. Et si le punk n'était pas mort, mais simplement dilué dans le marché, tout comme la contre-culture des années 70 avant lui et des mouvements populaires comme le hip-hop à sa suite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands pouvoirs des marques, à l'image de Midas, Le roi grec, pas le garagiste. le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or, C'est-à-dire en profit. et par là même à le figer et lui retirer toute vitalité. Tout mouvement populaire ou de jeunesse, aussi contestataire soit-il, toute tentative d'opposer une contre-culture au système en place, sont-ils condamnés à être absorbés par ce même système? Toute expression de rébellion peut-elle être transformée en argument marketing? Et peut-on encore se poser en révolutionnaire anticapitaliste alors qu'on s'habille de la tête aux pieds en sportswear de marque? J'ai remarqué que vous aviez des baskets Nike au pied. Vous êtes vraiment, mais à chaque fois, je me fais gauler dans cette émission. La prochaine fois, je viendrai en espadrille, je vous promets. Non. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans Corporate. Dans la série des trucs qui ont été inventés vachement plus tard qu'on le pense, vous avez les allumettes et les adolescents. Ah bon? Avant, les gens, ils poussaient d'un coup comme ça. Non, bien sûr, mais pour la notion d'adolescent au sens où on la conçoit maintenant, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le fameux baby-boom. De monsieur et madame Foignot, avec leurs deux derniers nés, compte 15 enfants, dont 12 jumeaux. Tous enfants magnifiques, et ce n'est peut-être pas fini. On voit alors émerger une jeunesse bien plus nombreuse et de moins en moins obligée d'aller au boulot à 12 ans. L'adolescence, c'est cet intervalle situé entre l'enfance et l'âge adulte où les ados ne subissent pas encore les contraintes à base de travail à temps plein, factures à payer et chats à nourrir, tout en pouvant sortir seuls dès l'instant où la cloche du lycée les en libère. Alors tout ça, c'est super cool, mais n'allez pas croire que ce nouveau segment de marché, prêt à profiter de son argent de poche, aura échappé aux capitalistes dans une société de consommation en plein boom elle aussi. C'est ainsi qu'on verra apparaître dans les nouveaux médias de masse toute une culture teenage avec des émissions dédiées aux jeunes comme Salut les copains, mais aussi une palanquée de teen movie ainsi que des genres musicaux plébiscités par la jeunesse grâce aux radios et au vinyle avec des figures comme Elvis Presley, James Dean et les Beatles. Insupportables ces jeunes, toujours sur leur flipper et leur jukebox. Et oui, parce que les boomers qui font les vieux cons aujourd'hui, qui râlent qu'on peut plus rien dire, que les jeunes ils sont fainéants et les « et moi de mon temps », de leur temps, c'était ces jeunes-là. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on peut pas dire grand-chose? Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Tout ça va également être repris par la publicité. Always the best for Georgie. For men's grooming aids. Real basket. C'est ainsi que naît l'adolescent consommateur. L'adolescence, c'est aussi une période de construction d'identité. Cette jeunesse, elle a besoin de s'exprimer, de se démarquer, et c'est ainsi qu'elle va développer ses propres sous-cultures. Alors attention, sous-culture, c'est pas un jugement de valeur comme on dit « Oh là là, vos japonaiseries de mangas ». Justement, c'est une culture partagée par un groupe spécifique hors de la culture dominante ou légitime, ce qui fait qu'elle peut être incomprise et prise de haut. Comme les mangas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des mangas. Les copains, est-ce que c'est sérieux, quoi? Enfin... En fait, pour comprendre ce qu'est une sous-culture, pensez juste à votre cours de lycée. Vous aviez tout un tas de sous-groupes de jeunes. Dans le coin, là-bas, t'avais les babos sans Sarwell qui écoutent La Rue qui est à nous. Là-bas, les fans de rap, casquette, basket. Plus loin, les métalleux ou les gothiques ou les émos. Enfin, les gens dark, quoi. Et dans la salle d'études, t'avais les geeks qui portaient non ironiquement ce t-shirt. Alors, c'est là où je pense que quand même on a vieilli, parce qu'à mon avis, les cours de lycée, c'est plus du tout comme ça. Oui, mais en même temps, c'est normal, puisque chaque génération développe ses propres sous-cultures. Par exemple, nos boomers, eux, c'était plutôt les hippies, les rockers, les teddy boys, les mods ou les skinheads. Une sous-culture se caractérise par plusieurs critères. Déjà, une certaine marginalité. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de la culture dominante. Mais il y a aussi la rébellion par rapport à cette culture dominante. La culture bourgeoise, légitime, celle des institutions. C'est ce qu'on appelle un style social. Des pratiques, des rituels, des façons de parler propres au groupe. En fonction de votre groupe d'appartenance, les traditions diffèrent. On n'écoute pas les mêmes musiques, on ne porte pas les mêmes vêtements, on ne pratique pas les mêmes activités. Par exemple, imaginons,
Vous fréquentez régulièrement des festivals en plein air pas parfaitement déclarés en préfecture, avec des riffs de guitare généreux que vous aimez écouter près de la scène en consommant toutes sortes de boissons et autres friandises vendues par des auto-entrepreneurs non homologués. Lifestyle qui vous provoque des fringales régulières. D'où votre passion pour les crusters. Bon marché, nourrissant, facile à transporter. Disponibles dans toutes les bonnes grandes surfaces avec leurs petits sachets qui les préservent des éclaboussures de bière et des chutes dans la boue. Ainsi, cette marque s'est peu à peu imposée comme emblématique de l'identité de votre sous-culture, ce qu'on appelle le style plastique. Au-delà de ses seuls aspects pratiques, la marque devient un signe de reconnaissance, une façon d'affirmer son identité et son appartenance à un groupe, à une sous-culture. Par la suite, vous ajouterez à ce style plastique un chapeau, parfait pour vous préserver du soleil quel que soit l'endroit de vos siestes inopinées, une veste militaire à la solidité éprouvée sur le terrain, ainsi qu'une coupe de cheveux nécessitant peu d'entretien. Au final, un lien si étroit se sera opéré entre vous et les crusters que vous finirez peut-être par vous nommer d'après eux et deviendrez des crusts. Et voici comment une sous-culture peut s'associer à l'image d'une marque sans que cela ne vienne d'une volonté marketing de celle-ci. Tous ces éléments ne sont pas directement créés par les jeunes, mais détournés par eux. Paradoxalement, une façon de se démarquer par les marques. C'est ce qui est arrivé à nombre d'entre elles, comme par exemple Doc Martens. Et tu viens avec des docs au bureau ? T'es pas mon père, ok ? Même si elles sont largement répandues dans plein de groupes, elles ont été la marque emblématique du mouvement skinhead. Alors, attention pour les plus jeunes, faut pas imaginer juste des crânes rasés avec des croix gammées sur le torse. Au contraire, à l'origine, dans les années 60, ce mouvement naît de la rencontre entre les migrants jamaïcains et les Anglais des quartiers ouvriers du sud-est de Londres qui se retrouvent collègues sur les docks. Ce métissage culturel va influencer la jeunesse qui, pour paraître plus adulte et affirmer leur appartenance de classe, en a repris les codes en les accentuant. Ainsi qu'en opposition aux codes d'autres sous-cultures. Par exemple, aux hippies perçus comme une petite bourgeoisie culturelle de petits cons sortis d'école d'art. Et ça vaut pour les codes musicaux. Les skinheads écoutent des musiques afro-caribéennes, du reggae, du ska et du rocksteady. C'est aussi vrai pour le look. Contrairement aux cheveux longs caractéristiques des hippies, la coupe courte des skins, inspirée des afro-caribéens autour d'un imaginaire carcéral et militaire, s'avère peu coûteuse à entretenir et ne gêne pas durant les travaux pénibles. Leurs chemises ne sont pas à fleurs et pas de pattes d'œuf sur les pantalons, bien tenus par des bretelles. Les vestes sont souvent trop longues car reprises du père et en bon fils d'ouvrier, on se promène pas pieds nus mais en chaussures de chantier. Et là, vous voyez bien comme ces choix de style plastique sont directement liés au style social. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une sous-culture, ça ne se décide pas, ça se construit. Une autre activité ludique du lifestyle des skins, autant dans les bals que les tribunes ou dans la rue, c'est la bagarre. Ouais, ça non plus, c'était pas très flower power. Hein. Et vous savez quelle marque elle est bien pour la bagarre ? Comme le disait l'écrivain McDowell, les docks, c'est un peu des gants de boxe pour les pieds. Enfin, plutôt des poings américains, hein, surtout quand elles sont coquées. Pourtant, à la base, elles n'ont pas du tout été conçues pour ça. Au contraire, pour soigner. Car cette marque de chaussures anglaise a été inventée par un médecin de l'armée allemande. Après la guerre. Du nom de Martens à des fins orthopédiques. Docteur Martens. Bon, mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'es la marque ? Parce que c'est cool, ça leur donne une clientèle et une image de marque, mais peut-être pas vraiment celle qu'ils attendaient. Avec un mouvement qui, en plus, a eu très vite mauvaise presse, surtout avec sa polarisation politique grandissante, y compris avec des mouvements d'extrême droite particulièrement violents. Bref, comment tu intègres à ton image de marque son association symbolique avec une sous-culture ? Parce qu'une stratégie marketing, ça s'impose par le haut, au contraire des cultures populaires qui apparaissent spontanément par le bas. Reprenons nos crusts. Alors que c'est super, ils font gratuitement la promo de la marque, donc ils se sont eux-mêmes constitués en consommateurs fidèles. Sauf que bon, ça donne un peu au produit une image de schlag et ça peut faire fuir un public qui ne veut pas être associé à cette culture. La stratégie numéro 1, ce serait simplement de tout faire pour s'en détacher, en faisant tendre notre image de marque vers d'autres plantations et si possible très éloignées. C'est ce qu'a tenté Doc Martens en faisant de ses chaussures non plus un marqueur communautaire des skins, mais un accessoire mainstream omniprésent dans la pop culture. The guys on Friends were wearing them, you know, kids on 90210 were wearing them, but then even, you know, counterculture, Empire Records, Liv Tyler is on the cover of the video in a pair of docs. La seconde stratégie consiste au contraire à embrasser la communauté qui s'est associée à la marque, mais d'en invisibiliser les aspects négatifs embarrassants. Par exemple, en dépolitisant l'image de nos petits anarchistes marginaux pour n'en garder qu'une image de rebelles branchés, inoffensifs. Et c'est ce que Doc Martens a également tenté de faire.
on garde le style plastique, la posture revendicative, mais on la rend le plus lisse possible. Ainsi, on peut garder le bénéfice d'une image jeune et un peu foufou qui se battent pour leurs convictions. Mais quelle conviction? Alors là, mettez-y ce que vous voulez, tant que vous mettez des docks. Cette réappropriation par une sous-culture peut donc être une épine dans la semelle de la marque. Mais ces dernières vont vite comprendre qu'elle peut aussi être une incroyable aubaine marketing. Ce qui nous amène à la stratégie suivante, l'endossement opportuniste. Si finalement nos crusts deviennent tendance, via des groupes emblématiques qui se mettent à péter les records de vente et les passages sur MTV, à incarner les aspirations de toute une génération qui en adopte les codes, Comme manger des crusters, alors les retombées commerciales et publicitaires seraient gigantesques. d'autant que ces mouvements de jeunesse spontanés, vous pouvez déployer tous les moyens marketing à votre disposition, ça n'est pas quelque chose qui se décrète. Restons sur les chaussures. Toi, tu viens au bureau en basket. En sneakers. Parce qu'en France, on utilisait plusieurs termes pour des chaussures de sport, en fonction duquel étaient pratiqués. D'où les baskets. Et vous vous souvenez? Les tennis? Mais aux États-Unis, ça s'appelle des sneakers, donc c'est le terme qu'on va employer ici. Pendant très longtemps, la pratique sportive au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était un marché de niche. Mais au cours des années 60-70, à mesure que nos jeunes boomers y consacrent une partie de leur temps libre, ça va devenir de plus en plus lucratif, notamment pour les marques de vêtements et d'accessoires casual. Cette tendance a été poussée jusque sur le terrain politique, notamment via JFK, qui fustigeait les dégradations des conditions physiques des Américains dans cette nouvelle société de consommation. There is nothing, I think, more unfortunate than to have soft, chubby, fat-looking children. Il avança la notion retentissante de The Soft American dans le magazine Sports Illustrated et promit de faire de la grande cause de son mandat, non pas l'écologie ou l'égalité homme-femme, mais des Américains in shape. Rien à foutre de ta grande dépression! Les jogging et les sneakers deviennent un style qui sort des salles de sport. Ils sont de plus en plus visibles dans les salles de cinéma, comme dans le célébrissime Les Hommes du Président, où Dustin Hoffman porte des sneakers très tornes. Puma sera d'ailleurs un des pionniers de la pratique de l'endossement en associant sa marque au sportif Armin Harry dans les années 60 et bien d'autres par la suite. Ils créent leur première chaussure signature, Clyde, en partenariat avec le sportif Clyde Frazier. Les marques comprennent bien vite l'intérêt de s'associer à cette culture sportive en passant par des athlètes de haut niveau. C'est pour ça qu'au JO de Mexico en 68, on ne verra pas que des sportifs s'affronter férocement, mais aussi Adidas et Puma pour leur distribuer des chaussures. Sauf que ce à quoi aucune des deux marques ne s'attendait, c'était juste l'une des manifestations politiques les plus importantes de l'histoire des JO. D'autant plus qu'ils n'ont pas levé qu'un point ganté de noir pour protester contre le racisme et les discriminations, mais aussi une chaussure de la seule marque qui avait choisi de les sponsoriser, Puma. Joli coup de com'. Adidas ne restera cependant pas sur cette défaite puisque 2 ans plus tard, leur modèle le plus iconique, la Superstar, va équiper 75% des joueurs de basket professionnels, dont Karim Abdul-Jabbar. Résultat, les Superstars vont rapidement se répandre sur les terrains de basket de New York, tout spécialement dans les quartiers comme Harlem, où se développe la culture hip-hop. Adidas passe alors d'une supériorité technique à une supériorité symbolique, sans même l'avoir cherché, alors que les sneakers deviennent la pièce maîtresse du style hip-hop avec le reste de la tenue assortie. Un style plastique parfaitement adapté à leur style social, comme la pratique du breakdance. Style plastique qui sera repris plus tard par des gens qui ne partagent pas, mais alors pas du tout ce style social. Pour l'anecdote, comme elle devait en permanence paraître neuve, mais comme la plupart des gens n'avaient pas les moyens d'en racheter régulièrement, ils se promenaient avec des brosses à dents pour les nettoyer. Les lacets ou la customisation étaient alors des moyens plus économiques pour exprimer sa créativité et se distinguer des autres tout en restant intégré au groupe. Tout comme avec les docks où les différents courants culturels, les skins, les punks, les gothiques, se démarquent par leur customisation. Et les différents courants politiques avec la couleur des lacets. Narcissisme des petites différences que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les sous-cultures. Notre look, nos vêtements, représentent en fait une partie de notre identité. Et là, petite question de culture générale. Vous connaissez Run DMC? I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's uptight. Here we go. Et bah Adidas, eux, ils connaissaient pas. Pourtant, il se trouve que depuis sa création en 1984, les membres du groupe s'affichent en Adidas Superstar, ce qui va donner une aura de rébellion et de danger à ses chaussures. Ouais, ça, à l'époque, ça faisait trembler les bourgeois. Mais bref, en 1986, les Run DMC se disent que c'est bien beau la pub gratos, mais qu'il serait peut-être temps de tirer un peu de pognon à la marque. Du coup, ils vont leur expédier à travers l'Atlantique une VHS avec ceci.
histoire d'attirer leur attention et un contrat de sponsoring. Alors, comprenons-nous bien, hein. Là on parle pas d'un petit groupe de rap qui cherche de l'argent pour se lancer. Leur premier album a été le premier album de rap à devenir disque d'or. Et le second, disque de platine. Tandis que le troisième, il a été multiple disque de platine. C'est le premier groupe de rap nommé au Grammy et le premier à apparaître sur MTV, ainsi que sur la couverture du magazine Rolling Stone. Et ça, c'est qu'une partie de leur CV. En fait, Run DMC, c'est littéralement un des groupes qui a participé à diffuser la musique rap au grand public et à mettre la culture des quartiers populaires en lumière. Donc là, ils sont pas en train de faire la manche. Ils disent à Adidas qu'ils ont participé à la promo de la marque et que maintenant, faut passer à la caisse. Et pas pour un petit dollar symbolique. Hein. $1 million qui demandait à Adidas. Et j'aime autant vous dire que les petits Allemands, ils étaient pas prêts. En fait, ils avaient juste pas du tout capté que leurs chaussures s'étaient retrouvées associées à la culture hip-hop montante à 6200 km de là. Alors en revanche, ils sont pas cons. Ils comprennent bien vite que c'est une magnifique occasion de se rattraper et de relancer la superstar, qui était plutôt en fin de vie, en attendant de sortir un nouveau modèle. Ce qui signera le premier contrat hors domaine sportif de la marque. Et là, bam, newsletter, publicité de télé et même toute une gamme de chaussures et de vêtements Run DMC seront lancés. À porter sans lacets, comme c'était devenu la coutume dans les quartiers, car les jeunes ayant été en prison en avaient été privés et avaient gardé cette habitude à leur retour. D'après les estimations, ce partenariat avec Run DMC aurait rapporté $100 millions. Plutôt rentable financièrement, mais aussi et peut-être surtout en termes d'image, puisque c'est ainsi que, sans le vouloir, Adidas se retrouve associé dans l'esprit de tous avec le cool qui avait réussi à imposer la culture afro-américaine. Ce qui, au passage, aura permis à la marque de survivre à la mort inattendue du président de la firme, le fils d'un de ses fondateurs, Horst Dassler, en 1987. Et à la concurrence montante d'une petite entreprise nommée Nike. Et Nike, après avoir été à côté de ses pompes depuis 64, en sortant ses modèles toujours en retard sur la concurrence, là avait compris le coup. C'est-à-dire notre stratégie numéro 4, l'endossement actif des sous-cultures. Plutôt que d'attendre bêtement que des jeunes branchés s'emparent de nos biscuits, soyons plus agressifs. Envoyons directement des émissaires distribuer gratuitement des crusters dans les festivals. Festivals dont on pourrait carrément devenir les mécènes. Et sponsorisons en amont la carrière d'une superstar. Bon, Nike, eux, dans les années 80, ça passe plutôt pour un truc de jogger blanc. Ce qui, vous nous l'accorderez, est un poil moins stylé que des joueurs pros de la NBA. Ce qui va les décider à investir massivement dans ce qu'on appelle le bro-ing, une stratégie qui consiste à s'approprier le style plastique de la culture afro-américaine pour le vendre aux blancs, qui à l'époque représentent 87% de leurs consommateurs. Pour ça, ils vont eux aussi viser des athlètes et des célébrités noires considérés comme des leaders d'opinion, mais aussi en allant directement dans les communautés noires défavorisées, en distribuant des sneakers et des vêtements à des figures du quartier, autant des joueurs de basket de rue que des membres de gangs et des dealers. D'ailleurs, la plupart des marques de sportswear comme Reebok vont également se mettre à sponsoriser des écoles, des lycées, des jeunes équipes sportives et iront jusqu'à réparer ou faire construire des terrains de basket dans les quartiers. Nike va même vouloir aller encore plus loin en rendant sa marque indissociable d'un jeune joueur de basket prometteur. Dès ses débuts en 84, le jeune basketteur se fait rapidement remarquer pour ses exploits rappelant ceux de Karim Abdul-Jabbar, celui d'Adidas, qui lui vaudront dès sa première saison la couverture de Sports Illustrated avec le titre « Une étoile est née ». La marque à la virgule misera tout sur lui dans le but de fusionner en une seule entité ses sneakers, ses pubs et l'athlète de renom. Bref, son identité de marque. Michael Jordan devient ainsi l'égérie de Nike. Sa figure publique, son incarnation. Toute la médiatisation autour de l'athlète va donc bénéficier à l'image de la marque. Ainsi, en plus de ses performances exceptionnelles, l'image de rebelle qu'il va se forger va devenir un argument marketing. Par exemple, durant ces matchs, il prenait régulièrement des amendes. Parce qu'il critiquait la politique de Ronald Reagan. Non, c'est pas trop le genre. Listen, I'm Michael Jordan. I'm not Malcolm X. Juste, à chaque match, il portait des sneakers qui respectaient pas le code vestimentaire de la NBA. Quelle meilleure publicité pour une marque que la seule posture revendicative d'un athlète ce soit tes pompes. Et bien sûr, ils ont joué à fond là-dessus. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais Nike vous a totalement roulé dans la farine.
Cette pub est loin d'avoir été la seule, puisque s'en est suivi toute une série de spots réalisés par Spike Lee, qui y incarne le personnage de Mars Blackmon, le sidekick rigolo de Michael, promouvant les Air Jordan. Avec cette notoriété grandissante, Nike a réussi son coup. Imposer les Air Jordan sur le marché, mais comment faire pour en vendre toujours plus à des gens qui en possèdent déjà? Eh bien, c'est très simple, en vendant une nouvelle paire chaque année. En créant un effet d'obsolescence, alors pas vraiment des chaussures elles-mêmes, mais de style. En tout cas, si vous voulez pas passer pour un has-been dans votre groupe culturel où c'est quelque chose de très, mais alors de très important. Pour vous dire à quel point Nike voulait se lier à Jordan, sur la Air Jordan 2, ils avaient même pas mis la virgule, le logo emblématique de leur marque. Ils étaient prêts à s'effacer devant leur icône. Bon, après, ça reste une démarche marketing, pas une preuve d'abnégation. Dans les années 70, chaque marque sponsorisait une équipe ou une catégorie de sport et menait par leur biais une guerre économique pour étendre le plus possible leur part de marché en usant pour cela des valeurs symboliques associées aux célébrités. Et l'impact culturel de cette démarche et de la fétichisation des sneakers est encore palpable aujourd'hui. Bienvenue dans mon dressing. Oh là 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 là. Ce processus d'appropriation des sous-cultures par les marques, on l'a vu et revu. Parfois de manière un peu trop artificielle. La tectonique fut un éphémère mouvement culturel des années 2000, autant aimé que méprisé dès sa naissance associé à une marque déposée. Il est apparu aussi vite qu'il a disparu car son public s'en est émancipé pour se retrouver dans d'autres sous-cultures, électro et club. Car, même si les marketeurs le voudraient très très fort, une sous-culture populaire, ça ne se décrète pas. Ça ne se crée pas de toutes pièces. S'il faut bien comprendre comment les marques utilisent les sous-cultures à leur profit, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les sous-cultures qui s'approprient des marques pour s'exprimer. Ces derniers temps, on peut voir un peu partout cet artwork du héros de Dragon Ball portant un t-shirt de la marque Supreme et une veste North Face sur laquelle est écrit By any means necessary, expression rendue célèbre notamment par Malcolm X, et sous-entendant que pour faire valoir ses droits, tous les moyens sont bons. Ce sont les marques qui ont besoin de nos valeurs, de nos représentations, de nos identités pour vendre des produits. Mais ces valeurs, ces représentations et ces identités, ce sont les nôtres. Une puissance évocatrice qu'elles ne sont capables que de singer en exploitant, comme toujours, le travail, ici symbolique, des classes populaires. Encore un moyen de production qu'il serait bon de se réapproprier. Si cette émission vous plaît, n'oubliez pas que Blast a besoin de vous pour continuer à produire ces programmes. On vous met le lien en description. Est-ce que ça vous énerve, cette génération Z, là? Pire, la génération alpha. Too much, Trop, beaucoup ouais. trop. T'as l'air possédé. Mais tu viens avec des docs au bureau? T'es pas mon père, ok? Non, je suis pas ton père, ok.